Bonjour à tous, bienvenue sur les forums de la transition énergétique et notamment cette étape parisienne qui évidemment devait se tenir en présentiel et n'a pas pu, pour des questions qu'on connaît bien de contraintes, se tenir à Paris. Néanmoins, on est réunis aujourd'hui et ça c'est une très bonne chose. Alors, la raison pour laquelle nous organisons ces rencontres, c'est à travers la France. Sont de deux ordres. La première, c'est de prendre conscience de deux phénomènes qui sont en train de se passer. C'est deux défis qui se présentent à nous. C'est un défi sanitaire d'une part et environnemental d'une part. Et ensuite, c'est parce que y a des choses qui se passent, des gens qui prennent des actions, qui font des actions, qui agissent, notamment dans toutes les régions de France. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et savoir ce qui se met en place. Juste un petit mot sur le défi sanitaire. C'est le défi sanitaire, pour vous donner une idée, c'est 48 000 morts par an dus à la pollution de l'air. Le Covid, cette année, aura fait, jusqu'à aujourd'hui, a fait 44 000 morts. La France a été condamnée par la Cour de justice européenne pour ne pas avoir protégé suffisamment ses concitoyens dans 12 agglomérations. Et le Conseil d'État, en juillet dernier, a condamné le gouvernement à une astreinte de 58 000 € par jour de moyens mis en œuvre dans 8 zones. Et là, vous voyez qu'on est vraiment au cœur du problème. Deuxième défi, c'est le défi environnemental, c'est celui de la réduction du CO2. Le Green Deal européen, les accords de Paris, c'est décarbonation à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'en gros, tous les 10 ans, il faut que nous baissions notre empreinte carbone de 50%. Le déroulé, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'abord rapidement, je vous présente les défis sanitaires et environnementaux, et puis nous aurons 4 intervenants qui viendront nous parler, que je vous présenterai tout à l'heure, sur 2 thèmes différents. Le premier, sera l'état des lieux de ce qui se fait. Donc, en fait, quelles sont les initiatives et les actions concrètes en matière de transition énergétique des transports routiers dans nos territoires aujourd'hui. Et le deuxième thème aura trait au plan de relance, et donc pour savoir un petit peu quelles sont les innovations pour construire la mobilité durable de demain. Les solutions techniques, on les verra tout à l'heure. Et ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que vous pourrez retrouver sur notre site www.scania.fr/FTE non seulement le replay, mais aussi un document de synthèse qui sera diffusé par la suite. De la même façon, les réseaux sociaux seront à votre disposition et votre distributeur Scania pourra bien entendu répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je remercie donc d'avance vous, intervenants, qui nous avez fait l'honneur de participer, vous, participants qui sont ici, l'équipe d'organisation, et aussi Dirk Stuben, qui est le directeur de la succursale de Scania Île-de-France, représenté dans les sites de Mitry-Mory, Fleury-Mérogis, Saint-Ouen-l'Aumône, et les Essarts-le-Roi, que je salue ici. Je m'appelle donc Gilles Boster, je suis directeur du marketing, de la communication et des affaires publiques à Scania, et je vous propose de commencer ce forum. Alors, il y a des choses qui sont en train de se passer, des grandes tendances qui se passent actuellement dans le monde. Les premières tendances globales, c'est l'urbanisation. Vous savez qu'en 1950, nous étions 751 millions à travers le monde. Aujourd'hui, 4,2 milliards, enfin, en milieu urbain, j'entends, 4,2 milliards, c'est-à-dire un habitant sur 2. Et en 2050, nous serons 6,7 milliards dans les villes, c'est-à-dire 7 habitants sur 10. Pour vous donner une autre image, les métropoles, c'était de plus de 10 millions d'habitants. Au début du 19e, c'était 2 villes dans le monde. Aujourd'hui, il y en a plus de 20. Et puis, dans le domaine de nos activités de transport de marchandises et de voyageurs, nous avons 3 grandes tendances qui se dégagent: la connectivité, l'électrification et les véhicules autonomes. Et j'ai oublié de vous dire que dans les tendances globales, évidemment, le développement durable prend une place de plus en plus importante, et la digitalisation aussi. Alors, juste un petit retour en arrière
sur les polluants locaux, et là je parle du défi sanitaire. Et vous voyez que sur cette courbe, le défi sanitaire, pour vous donner une idée, ça concerne évidemment la pollution de l'air, elle est estimée à peu près à 3,5 milliards d'euros par an à Paris, c'est-à-dire un coût de 1 600 euros par habitant. Et vous voyez sur ce tableau que depuis les années 90, on contrôle les 4 polluants que sont les oxydes d'azote, les hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules. Et vous regardez en euro 0, par exemple, en 1990, la courbe qui est celle-là, la courbe grise, c'est-à-dire celle des particules, n'existait pas. C'est-à-dire qu'en 1990, on ne mesurait pas l'impact des particules. Nous en sommes aujourd'hui à Euro 6 depuis 2013 et en fait pour tous les véhicules depuis 2014. Et Euro 6, le passage d'Euro 5 à Euro 6 nous a coûté à nous, constructeurs, à chacun à peu près 1 milliard d'euros de développement, de recherche et de développement, et à chaque transporteur, un surcoût d'environ 10 000 euros par véhicule. Et pour vous donner une idée, le passage d'Euro 5 à Euro 6 a permis de réduire les particules de 50% et les oxydes d'azote de 80%. Pour les particules, on en est aujourd'hui à compter les particules et plus seulement à les mesurer en masse. Alors, le deuxième grand défi, c'est le défi environnemental. Vous avez ici la Terre, la sphère, le globe terrestre, et puis une sphère qui représente le volume d'air qu'il y a sur la Terre. C'était celui qui était là il y a des millions d'années, qui sera là encore dans des millions d'années, on l'espère. L'eau, c'est la même chose. On a ce volume d'eau qui était là, ce sont les océans, les ruisseaux, l'humidité, les marais, les mers. Et cette eau, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. La question, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et la qualité d'air, c'est exactement la même chose. Ce sont des ressources qu'on doit absolument préserver. Alors, je voudrais vous montrer un graphique, il est en anglais, mais vous allez comprendre que depuis 1750, on voit 3 polluants là, qui sont en train de monter de façon qui ont une influence directe sur les émissions de CO2 et les émissions de CO2 sur les gaz à effet de serre. Et ce sont le CO2, bien sûr, c'est le méthane et c'est le protoxyde d'azote. Et vous voyez que depuis 1750, il monte de façon absolument exponentielle. Donc ça a été constant. Et après, on a une augmentation très, très brutale de ces gaz qui contribuent au réchauffement climatique. Pardon. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici, on peut s'imaginer une rue, alors il se trouve que c'est New York, mais ça pourrait être n'importe quelle grande capitale européenne. Voilà ce que représente une tonne de CO2 qui est rejetée dans l'atmosphère. Voilà, c'est une tonne. Alors, c'est bien sûr le transport, l'industrie, le chauffage qu'il peut y avoir dans cette ville. Voilà ce que ça donne, voilà ce que donne cette émission au bout d'une journée à New York. D'accord ? Et voilà ce que donne cette émission au bout d'une année. Et quand vous multipliez ça par le nombre de villes, de grandes villes, de mégapoles à travers le monde, vous avez un petit peu une idée de l'enjeu qui s'offre à nous et qu'on doit relever. Alors, les accords de Paris ont décidé de limiter à plus 1,5 degré le réchauffement climatique à l'horizon 2050. Vous avez à gauche un graphique, une échelle qui donne les émissions de CO2 par tonne par habitant, en tonnes par habitant. Là, la moyenne mondiale aujourd'hui est à peu près à ce niveau-là, 5 tonnes de CO2 par an et par habitant. Et vous avez à gauche le plus grand contributeur, probablement, vous avez vu que par discrétion, on n'a pas mis le nom des pays, mais la France et les grands pays industrialisés s'y trouvent. Complètement à droite, on aurait plutôt les pays en voie de développement. Respecter les accords de Paris, ça veut dire qu'à l'horizon 2050, il faut que nous arrivions à ce niveau-là d'émissions de CO2. En gros, il faudrait que nous arrivions à émettre aussi peu de CO2 qu'un pays comme le Zimbabwe. Et réduire et relever ce défi, c'est ce que je vous disais
disais tout à l'heure, ça concerne en fait et ça consiste à réduire notre empreinte carbone de 50% tous les 10 ans. C'est là qu'on s'aperçoit que le travail est immense. Alors, il y a 3 leviers pour la réduction du CO2. Le premier, c'est un levier sur l'efficacité énergétique. On peut apprendre à mieux conduire les véhicules, et notamment les véhicules industriels. On peut optimiser, nous, en tant que constructeurs, les spécifications des véhicules. On peut revoir les programmes de maintenance, par exemple, pour avoir des programmes de maintenance exactement adaptés aux véhicules. Deuxième levier possible, ce sont les transports intelligents et sûrs. Faire en sorte que des véhicules ne circulent plus à vide ou partiellement chargés. On peut les connecter, on peut communiquer avec eux, on peut leur tracer à l'avance une voie pour pouvoir optimiser les transports. Et puis le troisième pilier possible, la troisième voie de maîtrise de ce CO2, ce sont les carburants électriques et l'électrification. Et c'est ce dernier point que je vous propose de développer aujourd'hui. Alors, nous avons parmi nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 intervenants de grandes compétences. Je voudrais d'abord saluer Lauriane Rossi. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine et présidente du Conseil national du bruit. Vous êtes bien avec nous, Madame Rossi? Bonsoir, merci à vous. Excusez-moi, mon micro n'était pas activé. Je voudrais saluer Damien Pichereau, qui est député de la Sarthe et vice-président de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, responsable de la loi sur l'orientation des mobilités pour le groupe La République en marche. Monsieur Pichereau, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous. Nous accueillons aussi Guy Lebras. Guy Lebras, est-ce que vous êtes avec nous? Tout à fait. Bonne soirée. Ah, bienvenue. Et vous êtes donc directeur général du GART, le groupement des autorités responsables de transport. Et enfin, Jean-Philippe Duboin-Clément, vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France en charge de la transition énergétique. Vous êtes maire de Mennecy et aussi premier vice-président de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France. Vous êtes avec nous, monsieur Duboin-Clément? Tout à fait. Merci de m'accueillir. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder un petit peu, faire un état des lieux des initiatives et des actions qui ont lieu en ce moment en matière de transition énergétique dans les transports routiers, dans nos territoires aujourd'hui. Alors, on parle bien entendu de transport routier au sens large. Madame Rossi, j'avais une première question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous détailler les différentes actions qui ont été entreprises par la majorité, alors, tant au niveau législatif qu'au niveau réglementaire, pour favoriser la transition énergétique dans les transports routiers, alors bien sûr qu'ils soient marchandises et voyageurs confondus? Oui, je laisserai également Damien Pichereau, qui était rapporteur de la loi d'orientation de mobilité, compléter évidemment. Beaucoup de mesures ont été mises en œuvre et sont mises en œuvre en cours de déploiement pour accompagner la transition écologique du parc de véhicules, qu'il s'agisse des voitures individuelles et qu'il s'agisse du transport routier de marchandises. Je crois qu'il faut distinguer les deux. Pour peut-être préciser un peu les choses, donc le transport, c'est 30 à 40%, 30 à 40% des gaz à effet de serre dans notre pays. Le transport de marchandises, c'est 9%. 7 à 9%. Donc, la voiture individuelle est clairement, et les déplacements particuliers, la cible, même si évidemment le transport de marchandises doit aussi faire partie de la réflexion. Une fois qu'on a dit ça, comment accompagner nos concitoyens vers des véhicules plus propres, moins polluants? Je dis plus propres ou moins polluants parce qu'il n'existe pas évidemment de véhicules non polluants, donc je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Et donc, ça pose la question d'ailleurs de l'analyse cycle de vie du véhicule dont on pourra parler. Alors, quelles sont les mesures? Évidemment, des mesures d'accompagnement à l'achat pour inciter justement à abandonner des véhicules thermiques polluants et basculer progressivement vers d'autres types de véhicules, qu'ils soient électriques, qu'ils soient hybrides, non rechargeables ou rechargeables, qui fonctionnent au gaz. Je pense aussi au bioéthanol. Donc voilà, on a un mix énergétique en tout cas qui s'offre à nous. Et vers lequel il faut qu'on incite nos concitoyens à se diriger, avec un enjeu évidemment d'acceptabilité sociale et de financement de cette transition qui est loin d'être neutre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place la prime à la conversion et le système du bonus-malus qui permet d'accompagner nos concitoyens
mais en ayant aussi, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, mis en place une mesure, notamment les zones à faible émission, qui permettent de contraindre progressivement les Français à basculer évidemment vers ce type de véhicule. Il y a bon nombre d'autres mesures aussi autour des mobilités douces et durables. Je pense au forfait mobilité durable dont on pourra reparler. L'enjeu aujourd'hui, les mesures d'accompagnement sont en place. L'enjeu, il est aujourd'hui de déployer sur l'ensemble du territoire toutes les stations et bornes d'avitaillement qui permettront demain à ces véhicules de pouvoir rouler en toute autonomie et de lever les freins à l'achat qui, je le crois, peuvent demeurer d'ordre financier, mais relèvent aussi de freins psychologiques liés à l'autonomie du véhicule et à la possibilité de se recharger en tout point du territoire. Donc là, on a très clairement, c'est une politique d'aménagement du territoire autour de cet avitaillement énergétique, quelle que soit la source d'énergie. Voilà, ça c'est pour les voitures individuelles et pour le transport routier de marchandises. Là aussi, accompagner toutes nos entreprises, tout le secteur vers un renouvellement des flottes, de nouvelles motorisations. Mais ça implique des investissements extrêmement importants. Donc là aussi, on avait mis en place dès 2018 des mécanismes de suramortissement pour les accompagner vers cette transition. Il faudra continuer, mais avec une offre, en revanche, de la part des constructeurs qui reste encore assez faible. Et c'est là tout l'enjeu. Et puis une vraie réflexion qu'il nous faudra avoir aussi, qui n'était pas très présente dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, autour de la logistique, et vous en avez très justement parlé dans votre présentation. Comment optimiser les flux, avoir des flux plus intelligents, travailler sur le dernier kilomètre, travailler sur évidemment toute la logistique dans le cadre d'une métropolisation et d'une urbanisation croissante que vous avez évoquée. Voilà, les gros enjeux, on pourra revenir dans le détail. Il y a beaucoup de mesures dans la loi d'orientation des mobilités. C'est difficile de synthétiser. En tout cas, les mesures sont là, les investissements sont là. Il s'agit aujourd'hui de travailler main dans la main avec les collectivités et nos concitoyens pour accompagner tout ça. D'accord. Justement, Damien Pichot, vous étiez responsable de l'OM pour le groupe La République En Marche. Quelles sont pour vous donc les principales mesures qui ont pu être prises dans le cadre de la LOM pour accélérer justement cette décarbonation des transports routiers et améliorer la qualité de l'air? Oui, merci beaucoup. Merci à Lauriane qui a fait une parfaite introduction sur tout ce qu'on a déjà pu faire. Je vais rajouter 2-3 petites choses. Ce qu'il faut voir dans cette loi d'orientation des mobilités, c'est que l'idée de base, ça n'a jamais été de dire on va faire telle mesure sur tel territoire. On va aller mettre des bus là, on va aller mettre un système de logistique cadré comme ceci à tel endroit parce qu'on sait que ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des élus sur le territoire qui, eux, connaissent parfaitement leur territoire. Et je parle ici en présence d'un maire avec qui j'ai passé une partie de la journée par visio interposée. Je sais qu'aujourd'hui, on a des élus locaux qui connaissent leur territoire, qui savent ce dont ils ont besoin. On n'a pas besoin d'un... On a besoin de transport à la demande, simplement. Ça va dépendre vraiment des territoires. Et le constat, en tout cas, qui a permis de créer et de lancer cette LOM, c'est un chiffre, c'est 80%. On avait 80% du territoire qui n'était pas couvert par une autorité de régulation des transports qui sont devenus autorités organisatrices de la mobilité. C'est-à-dire que c'est 80% du territoire où, globalement, il n'y a pas de stratégie de mobilité et, bon an, mal an, c'est plutôt la voiture et chacun se débrouille. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a un périmètre qui nous semble être le bon, qui est celui de la communauté de communes, en gros, une ou plusieurs, qui peuvent prendre la compétence, justement, mobilité. Donc, on a redéfini, l'autorité de régulation des transports est devenue autorité organisatrice de la mobilité, qui est beaucoup plus générale pour le coup, et qui va pouvoir, après, mettre en place des stratégies pour non pas se passer de la voiture. Parce que dans beaucoup d'endroits, la voiture restera la colonne vertébrale des déplacements, mais la gérer autrement, avec notamment du covoiturage, avec des dispositifs relatifs à l'autopartage. Et puis parfois mettre aussi des transports un peu plus lourds, que ce soit des minibus, que ce soit des plus gros bus avec des lignes régulières. Bref, on s'adapte vraiment aux besoins du territoire. Et ça, je pense que c'est réellement clé dans la loi d'orientation et mobilité. Et c'est là qu'on doit continuer à travailler pour la déployer partout en France. Après, sur l'axe logistique, j'ajouterais qu'on a 2-3 choses qui ont été faites quand même. Effectivement, on aurait aimé, moi le premier, j'aurais aimé en avoir encore un petit peu plus sur ces questions-là, mais on a aussi donné quelques axes logistiques à ces autorités organisatrices de la mobilité parce que notre collègue Philippe Duron, enfin ancien collègue Philippe Duron pour le coup, disait très bien que le gros problème de la logistique, c'est que les colis n'ont pas de carte d'électeur. Et donc, on n'a pas forcément
alors ça dépend des territoires aussi, hein, mais on n'a pas forcément cette prise en compte du transport de marchandises au sein des territoires. Donc vraiment, on a voulu impulser cela et je crois que ça marche. Globalement, on n'a même pas attendu la LOM. Moi, j'ai fait une sorte de tour de France de la logistique et on voit bien que partout, les maires sont en train de prendre en compte cela parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a du travail à faire pour avoir plus de mobilité douce. On y reviendra plus tard, avoir une chaîne logistique qui soit beaucoup plus vertueuse. On a encore des travaux à faire, donc ça va dans le bon sens, vraiment. Guy Lebras, vous êtes donc directeur général du GART. Alors, après un premier document de décryptage de la LOM, vous avez publié début octobre une très intéressante et très complète deuxième version, qui est d'ailleurs téléchargeable sur votre site du GART. Je voudrais savoir, d'après vous, quels sont les points essentiels concernant nos échanges d'aujourd'hui que vous pourriez porter à notre connaissance? Alors, la LOM, c'est quand même une loi qui, effectivement, est une boîte à outils extrêmement complète, 187 articles, un programme d'investissement, beaucoup de choses qui sont effectivement prévues avec des sujets extrêmement variés. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a jugé nécessaire au niveau du GART de mettre en place un guide de décryptage, sachant que certaines des dispositions n'étaient pas forcément très évidentes à comprendre. Même pour nous, au GART, il y a eu aussi des interprétations qui ont évolué dans le temps, qui ont varié, et nous attendons avec impatience que tous les décrets d'application soient publiés. Bon, sur la centaine de décrets qui sont prévus, il y en a à peu près le tiers qui ont été publiés, donc il reste encore un très gros travail à faire de publication de décrets. Et bien évidemment, pour nous, c'est très important d'avancer dans ce travail pour qu'on ait une interprétation absolument complète et exacte de cette loi qui est importante. Alors, les grandes avancées de la LOM pour le GART, elles sont d'ailleurs décrites dans notre guide de décryptage. Bien évidemment, c'est la couverture à 100% du territoire national par les autorités organisatrices de la mobilité, parce que ça va faire prendre conscience à l'intégralité de la population française que le sujet est suivi par une autorité organisatrice et que, bien évidemment, c'est quelque chose de très important. Alors bon, en fonction des régions, l'application ne sera pas tout à fait exactement la même, parce qu'il y a des régions dans lesquelles beaucoup de communautés de communes vont prendre cette compétence, et puis d'autres où sans doute ça sera peut-être un petit peu moins fréquent. Mais en tout état de cause, très clairement, cette loi facilite grandement cette prise de compétence et donc cette extension à la totalité du territoire, avec en plus la possibilité de prendre la compétence à la carte et non plus avec des packages bloqués, si je puis dire, d'ensemble de compétences qui sont quasiment pas possibles de mettre en œuvre au niveau d'une communauté de communes. Alors, la logique aussi, le passage de la logique de transport, hein, qui était la logique de toutes les lois qui avaient précédé, à la logique de mobilité, est quelque chose aussi de tout à fait important. Et on voit bien maintenant que la mobilité est un tout. Le versement transport s'appelle le versement mobilité. Et on a un ensemble, là aussi, d'actions à développer pour considérer la mobilité dans un ensemble et pas simplement au niveau des transports. Il y a aussi un point qui pour nous est très important, c'est l'avènement de la mobilité digitale, ce qu'on appellera la mobilité digitale, c'est-à-dire l'ouverture des données, la mise en place de tout un tas de services, si je puis dire, autour de la régulation de cette ouverture des données, de cette ouverture des données, excusez-moi, et bien évidemment, là aussi, l'organisation de la complémentarité entre les différents modes, et puis, bien évidemment, la généralisation des zones à faible émission, qui sont un outil indispensable à l'amélioration de la qualité de l'air. Pour ce qui est des transports publics, on était déjà très présent dans le domaine de la transition énergétique, puisque je rappelle que nous sommes dans la suite d'une loi qui est antérieure, qui s'appelle la loi TECV, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, qui a tout un chapitre qui concerne les transports publics, qui sont déjà obligés, si je puis dire, de faire de la transition énergétique avec 50% des renouvellements de bus en véhicules à faible émission
depuis 2020 et 100% du renouvellement en 2025. Donc, on est moins concerné, si je puis dire, au niveau des transports publics par les aspects transition énergétique, notamment en matière de changement de paradigme du point de vue des carburants que l'automobile. Donc, on est déjà véritablement dans l'action depuis cette mise en œuvre de la loi TECV. Et bien évidemment, ça a été quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Hein. Je le dis dans un forum qui est animé par Scania. On a eu des constructeurs qui ont eu beaucoup de difficultés à passer de l'Euro 6, si je puis dire, qui était considéré comme encore excellent il y a quelques années, à maintenant des véhicules à faible émission, gaz ou autres carburants, ou électriques bien évidemment. Et de ce point de vue-là, il faut saluer la performance des constructeurs qui se sont adaptés dans un environnement technologique et politique qui a beaucoup varié depuis ces dernières années, mais varié dans le sens effectivement de lutter et de lutter contre la pollution atmosphérique et de mettre au premier rang des préoccupations, effectivement, cette transition énergétique. Alors, au passage, on dit très souvent et c'est important de le prendre en compte, dans les 30 et quelques pourcents des émissions de gaz à effet de serre, les transports publics ne sont que pour 3%. Donc, je dirais que la priorité pour les élus du Gard, c'est bien évidemment de faire en sorte que des personnes qui sont dans des véhicules individuels et dans l'usage individuel de cette automobile se retrouvent plutôt dans des transports publics. Et donc, de ce point de vue-là, bien évidemment, c'est la priorité des priorités. Mais ces transports publics, ils doivent eux aussi être vertueux, et donc la transition énergétique est pour nous importante. Donc voilà, globalement, les grands apports de la LOM tels que nous les identifions au sein du Gard. Et bien évidemment, je renvoie à ce guide dont vous nous faites la gentillesse de parler pour des détails un petit peu plus techniques, si je puis dire, sur la mise en œuvre, parce que c'est quand même une loi qui, par certains aspects, peut paraître très, très technique. Hein, et donc, de ce point de vue-là, il y a des nécessités de décryptage. Alors, vous parliez justement de l'engagement des constructeurs, en tout cas de certains constructeurs, mais c'est aussi l'engagement de nos clients et des clients de nos clients. Et les clients de nos clients, ce sont les chargeurs, par exemple, ce sont aussi les villes, les régions, et sans lesquelles il n'y a pas de débouché non plus sur nos produits, si vous voulez. Et justement, Jean-Philippe Dubois-Clément, la région Île-de-France met en œuvre évidemment la transition énergétique dans les transports, à l'échelle de la région, bien entendu, alors même que toutes les contraintes liées à la qualité de l'air se font encore plus prégnantes. Hein. On se rappelle des premières ZFE, on parle des lignes à critères, c'est à Paris, ça a été l'initiateur, la région. Je voudrais savoir s'il existe au niveau de la région, quel est le rôle de la région pour accompagner les transporteurs, que ce soit les transporteurs de marchandises ou de voyageurs, pour le développement de carburants, alors pas tellement pour le développement des carburants propres, mais pour l'utilisation des véhicules qui utilisent des carburants propres. Oui, bien. Déjà, peut-être juste une remarque pour revenir sur le point que vous preniez en introduction sur le phénomène d'hypermétropolisation. La région Île-de-France est vraiment une région qui vit ça depuis un demi-siècle. En 50 ans, on est passé de 9 à 12 millions d'habitants. Grosso modo, on est à 12,3 millions aujourd'hui, c'est-à-dire plus que la Belgique. On continue à avoir une croissance démographique de l'ordre de 60 000 habitants annuels. Donc, c'est une croissance de population et d'activité constante avec un déséquilibre réel des zones de développement économique. C'est toute la question du rééquilibrage foncier en Île-de-France. Et tout ça pose mécaniquement, comme dans l'ensemble des grandes métropoles aujourd'hui, la problématique de l'engorgement des transports qui vient surrenforcer les problématiques de pollution de l'air. Et de ce point de vue-là, la crise de la Covid qu'on connaît depuis le début de l'année, moi, est quelque chose que je considère comme extrêmement inquiétant, parce que je crains que
nous n'ayons pris sur les transports publics, sur les modalités, des années de retard du fait de la peur générée pour un certain nombre d'usagers. Ça fait partie, faut pas le mésestimer, mais des grands sujets qu'on va avoir à traiter. Aujourd'hui, les réseaux routiers sont à saturation, on le sait. Alors, ils sont à saturation sur le nombre de véhicules qui passent, qui circulent, mais pas sur le nombre de personnes qui sont transportées aux heures de pointe. Dans les véhicules individuels, en Ile-de-France, on est à 2 passagers par véhicule, à 1,7, 1,8, on tue le phénomène de bouchon. Favoriser le covoiturage, favoriser le transport de pandémie, c'est compliqué. Donc, je pense qu'on va avoir sur ce sujet-là collectivement une question générale, forcer la pompe, de redonner confiance, d'inciter très fortement, potentiellement financièrement, mais aussi en termes de logique de voie réservée, comment est-ce qu'on permet de gagner du temps, parce qu'au fond, c'est ça qui est fondamental. Pour en revenir à ce qui était le cœur de votre question, essayer de ne pas être redondant sur ce qui a déjà pu être dit. Bon, nous, régions, on investit dans l'ensemble du spectre des mobilités ou de la transition énergétique des véhicules. On va spécifiquement travailler sur 2 axes aujourd'hui. On finance la transition vers des véhicules propres des entreprises au travers de primes que nous apportons. Ainsi, on amène jusqu'à 9 000 € potentiellement de primes sur les PME, TPE. En gros, on monte jusqu'à 50 salariés ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a ouvert nos dispositifs au transport pour autrui, mais donc on accompagne financièrement la transformation des flottes pour aller vers des véhicules propres. On a ouvert la possibilité du rétrofit que nous finançons également, tant pour le coup pour les particuliers que pour les entreprises, dans une logique également d'économie circulaire. Et on travaille surtout énormément sur un des facteurs qui peut être un barrage au développement des mobilités propres, c'est le maillage du territoire en termes de zones d'avitaillement, en termes de zones de chalandise. Aujourd'hui, le réseau de stations essence, on en parlait ce matin, ou de grandes surfaces qui proposent des points d'essence est extrêmement dense. Et si on veut pouvoir amorcer les mobilités futures, qu'elles soient biogaz, qu'elles soient électriques, qu'elles soient hydrogène, on sait qu'il faut aller mailler le territoire. Et l'un des sujets que l'on porte aujourd'hui, c'est au travers de schémas de développement, au travers de normes de qualité pour bénéficier de financement, c'est d'aller mailler le territoire. Donc on travaille, comme on n'est pas région en compétences opérationnelles directes, avec les grands syndicats d'énergie, CIGEF, CIPEREC, on pourrait en citer d'autres, mais les principaux syndicats franciliens pour aller mailler ce territoire. On est sur un objectif de 12 000 bornes de recharge électrique d'ici 2 ans, c'est-à-dire un triplement des charges électriques publiques bénéficiant de financement de la région. On travaille sur le développement de stations GNV sur lesquelles nous amenons des financements, et également sur l'amorçage de l'hydrogène avec la recherche sur ces mobilités propres hydrogène, d'arriver à créer des écosystèmes qui permettent d'amorcer un dispositif qui est encore extrêmement coûteux aujourd'hui, en essayant de financer sur site à la fois la production, la distribution et la consommation, c'est-à-dire d'essayer de se caler par rapport à des flottes captives. Et de ce point de vue-là, nous utilisons pour le coup ce qui sont les transports franciliens au travers d'Île-de-France Mobilité, au travers des financements de nos pôles transport, pour essayer aussi d'amorcer, pour aller sur une région qui soit, sur ces bus, pour ne parler que de ça, une région intégralement verte et vertueuse. C'est ça. Monsieur le député, merci pour ces précisions. Monsieur le député, je reviens vers vous. On parlait justement des villes, donc on parle aussi de livraison de marchandises. On l'a vu récemment et encore maintenant d'ailleurs avec le confinement, de l'importance de la logistique marchandises. Vous avez travaillé sur la livraison des marchandises, notamment avec des travaux qui concernaient les véhicules utilitaires légers. Comment vos travaux sont aujourd'hui valorisés et quelle déclinaison pourrait-on y espérer pour les véhicules? Oui, très bonne question. Merci. Alors, effectivement, j'ai mené une mission gouvernementale basée sur les véhicules utilitaires légers qui avait 2 axes. Un axe très européen
qui était de réguler ce Far West un petit peu du transport routier de marchandises tel qu'on le connaît européen et de la concurrence que peuvent apporter ces véhicules utilitaires légers qui nous viennent de lointains pays de l'Est. Et puis un autre axe qui était un axe beaucoup plus national, qui était de dire comment justement on organise la logistique urbaine dans un contexte d'explosion du nombre d'échanges, notamment dû, entre autres, au e-commerce. On a eu pas mal de choses qui ont été faites, que ce soit au niveau européen comme d'ailleurs au niveau national, l'application de cette mission. En premier lieu, je pense au suramortissement pour les véhicules utilitaires légers, qui permet justement de rattraper une partie du surcoût de ces véhicules à énergie alternative, que ce soit gaz bio-GNV, électricité, hydrogène. On prend vraiment toutes les énergies parce qu'on souhaite garder une certaine neutralité technologique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été voté dès 2018, hein, Lauriane le disait. Et puis des mesures qui étaient la plus relatives à l'urbanisme qu'on a pu aussi amener dans la LOM pour un peu plus planifier au niveau local justement les échanges de marchandises. Est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas certain. Il y a d'autres mesures. La Philhub, notamment, fait un certain nombre de mesures, dont certaines sont très intéressantes et je pense qu'on doit travailler dessus. Ça fait partie des choses, je sais, qui font partie des quelques axes, notre ministre des Transports notamment. Donc, on doit pouvoir avancer. Moi, ma vision sur la cohabitation entre les véhicules utilitaires légers, finalement, et les véhicules lourds, les poids lourds, c'est que les deux sont complémentaires. L'idée globale, c'est de massifier. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, la première fois que j'ai parlé de logistique avec des spécialistes, ils m'ont dit la logistique, c'est comme des poupées russes. On commence avec du très gros et on finit avec du tout petit. Globalement, c'est ça. Et le véhicule utilitaire léger, il s'intègre dans cette chaîne de logistique en complément du poids lourd. Ma vision, c'est que le poids lourd doit être en capacité aujourd'hui d'arriver au plus près en réalité du client final, parce que quand on regarde, pour regarder les émissions, il faut les regarder à la tonne transportée en réalité. C'est l'erreur qu'ont font souvent les gens, c'est qu'ils regardent les émissions globales, mais en réalité, il faut regarder vraiment la tonne transportée. Et là, on se rend compte que le poids lourd par rapport au véhicule utilitaire léger, finalement, il n'est pas si mauvais. Et quand je dis poids lourd, ça peut être du 19 tonnes, voire même du 44 tonnes. Il n'est pas si mauvais. Donc, on a besoin de développer beaucoup plus d'espace logistique urbain au cœur des villes pour permettre justement à ces véhicules lourds d'arriver, d'accoster et de décharger les marchandises pour les dispatcher après au plus près du client final, enfin vers le client final justement, que ce soit en vélo, en véhicule utilitaire léger, et là l'électrique ira très très bien par exemple. On peut même imaginer des véhicules qui soient vraiment des tout petits véhicules. On a certaines gammes qui sont fabriquées en France notamment qui vont très bien, qui permettent d'aller dans une toute petite rue, et même pourquoi pas à pied. On peut l'imaginer, si notre espace logistique est bien placé, on peut finir également à pied. Donc, vraiment, c'est cette complémentarité-là que je souhaite mettre en avant. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Je parlais tout à l'heure dans mes propos liminaires, on parlait des polluants locaux, on parlait de particules, on parlait de dioxyde d'azote, etc. En fait, on ne parlait pas de bruit. Madame la députée, vous êtes députée des Hauts-de-Seine, mais vous êtes aussi présidente du Conseil national du bruit. Et finalement, le bruit, c'est aussi un des polluants locaux majeurs. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu… Oui, je vous remercie de porter une attention à ce sujet, à cette pollution dont on parle malheureusement trop peu. Non pas que la pollution de l'air ne soit pas un sujet, c'en est un, et nous luttons activement, contre cela. Mais la pollution sonore est aussi un enjeu, et c'est d'ailleurs souvent le même combat, parce que les personnes qui sont victimes d'une pollution de l'air particulièrement importante sont souvent aussi victimes d'une pollution sonore très importante aussi, puisque très proche d'axes ou d'infrastructures de transport polluantes à double titre. Le bruit, ça touche 9 millions de personnes dans notre pays et ça représente 57 milliards d'euros par an, pour donner un ordre d'idée, en termes de coût social et de pathologies associées, puisqu'on a des pathologies nombreuses qui sont associées au bruit et qui sont désormais bien documentées, notamment grâce à Bruit Paris, qui accomplit un travail remarquable. Alors, finalement, toutes les actions que nous mettons en œuvre en faveur du véhicule plus propre, et donc les actions que nous mettons en œuvre pour lutter contre la pollution de l'air, sont assez intéressantes aussi pour lutter finalement contre la pollution sonore, contre le bruit. J'en profite pour dire d'ailleurs que dans la loi d'orientation des mobilités, on a inséré des dispositions importantes
très important puisqu'il ne s'était plus rien passé quasiment depuis la loi Bruit de Ségolène Royal de 1992. J'ai déposé des amendements avec mes collègues. On a inséré notamment le terme de pollution sonore qui n'existait pas, qui est désormais consacré à titre législatif et qui permettra derrière de déployer des politiques publiques plus nombreuses. On a intégré également la prise en compte des pics de bruit, des indicateurs événementiels, c'est-à-dire les pics, la répétitivité, la fréquence auditive. Et donc ça nous permettra aussi de mieux caractériser la nuisance. Et puis on a inséré le droit à vivre dans un environnement sonore sain, qui est en train d'être documenté et défini par le Conseil national du bruit. Une fois qu'on a dit ça, comme je vous le disais, effectivement, quand on développe le véhicule propre, ça nous permet aussi de lutter contre la pollution sonore. Parce qu'évidemment, la motorisation est pour beaucoup dans la gêne et la nuisance occasionnée. Alors, les études nous démontrent toutefois qu'il faut disposer d'un parc comprenant à minima 20% de véhicules plus propres pour avoir véritablement un impact significatif sur la gêne et la nuisance sonore. Donc, on est encore loin du compte. Néanmoins, évidemment, c'est un axe fort pour diminuer le bruit. Deuxième élément, la vitesse. C'est indéniable et ça les études le démontrent. Au plus vous réduisez la vitesse, au plus vous réduisez le bruit, qui plus est quand cela est conjugué à des motorisations plus propres. Et puis troisième élément, la couche de roulement, c'est-à-dire le revêtement de la route et le type de pneumatique qui clairement sont à l'origine aussi de beaucoup de nuisances sonores. Voilà, donc les trois leviers sur lesquels on peut agir pour réduire la nuisance à la source. Après, évidemment, au-delà de la réduction du bruit à la source, il y a tous les aspects de rénovation des logements, mais je crois que c'est pas le sujet qui nous préoccupe ce soir, mais ça en fait partie de cette lutte contre le bruit. Et donc, il y a tout un travail aussi à mener avec les constructeurs de véhicules, voitures, poids lourds, mais également deux roues. On a un vrai sujet autour des deux roues qui sont un peu d'ailleurs les oubliés finalement, y compris de la pollution de l'air, puisque toujours non soumis au contrôle technique. Et finalement, il n'y a pas de trajectoire très très claire sur la motorisation également de ces deux roues. Donc voilà, on avance sur tous ces aspects-là. Et encore une fois, c'est un sujet éminemment important et je crois que le vice-président de la région Île-de-France ne me contredira pas, puisqu'en Île-de-France, c'est notamment un vrai sujet chez nos concitoyens. De santé publique plus que d'environnement. Le bruit est un vrai sujet. Et ce qui est amusant, curieux en termes de perception de la pollution, c'est quelque chose qui est encore très, très, très méconnu par les gens. Alors que, on constate, les études que vous avez au niveau national, qu'on a au travers de Bruit Paris, montrent que c'est plusieurs années de vie en bonne santé qui sont perdues dans certaines zones denses. En Île-de-France, on a 3 zones aéroportuaires, les grandes pénétrantes autoroutières. On est particulièrement touché dessus, mais c'est pas encore quelque chose qui est véritablement perçu comme une pollution. Je crois qu'il y a aussi un travail d'accompagnement, un travail pédagogique à avoir. Autant sur la pollution de l'air, ça, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est intégralement entré dans les mœurs. Il y a des consciences qui se sont ouvertes. Sur le bruit, le travail reste encore à faire. Tout à fait. Et c'est ce sur quoi travaille le Conseil national du bruit, parvenir à bien identifier les pathologies et mieux communiquer dessus. C'est vrai que pour la pollution de l'air, désormais, les problématiques liées à l'asthme, par exemple, sont clairement corrélées à la pollution. Là, pour le bruit, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus insidieux et on arrive à l'objectiver. Peut-être pour ajouter un mot, j'en ai pas parlé, c'est un sujet important, l'expérimentation des radars sonores, ça pourrait intéresser nos collectivités, peut-être le GART aussi. C'est dans la LOM également, nous avons voté cette expérimentation des radars acoustiques qui sont actuellement expérimentés par le CEREMA et l'IFSTAR, qui est devenu l'université Gustave Eiffel, et qui seront bientôt déployés, expérimentés dans 6 collectivités qui se sont portées volontaires, donc en trafic réel. Et donc le but est à terme évidemment de déployer ces radars partout et de sanctionner tous les véhicules qui émettraient des bruits supérieurs au seuil homologué, celui qui figure sur la carte grise et qui est délivré par le constructeur. Donc ça sera un moyen de lutter notamment contre le bruit des deux roues assez intéressant. Et puis pourquoi pas une réflexion aussi à mener, et nous commençons à l'engager sur les zones à faible émission sonore, puisqu'après tout, la ZFE a fait ses preuves d'un point de vue, je dirais, qualité de l'air. On pourrait tout à fait aussi l'imaginer du point de vue du bruit. Voilà. Donc le travail continue. On parlait donc de l'Association des maires d'Île-de-France, donc vous êtes le premier vice-président et vous êtes aussi maire de Mennecy. Je voulais savoir comment les maires s'inscrivaient dans cette dynamique régionale. Aujourd'hui,
des maires et du bloc communal globalement, parce qu'il y a un travail qui est porté avec les intercommunalités. Je rappelle aujourd'hui, l'intégralité des intercommunalités franciliennes soit ont des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux validés, soit en cours de travail. Donc, c'est vraiment un travail au niveau du bloc intercommunal d'avancer sur ces sujets-là. Bon, nous, la région, comme l'État, comme les départements, hein, on amorce au travers de normes, au travers de règles, au travers d'accompagnement financier. L'un des sujets majeurs aujourd'hui qui va se poser pour les communes, ça va être, il y a à mon sens 3 points. Le premier, c'est une question de moyens, c'est une question financière, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les communes, depuis 10 ans, ont perdu les marges de manœuvre financières qu'elles avaient. On fait face, c'est une tendance, hein, c'est pas quelque chose qui date de la mandature actuelle. On l'a constaté globalement depuis le milieu de la mandature de Nicolas Sarkozy, quand on a commencé à avoir des gels de DGF. Mais globalement, on est sur des choses qui coûtent. Si on veut avoir un volontarisme politique, là où les marges de manœuvre sont de plus en plus restreintes. Première chose et première difficulté qui peut venir limiter les efforts du bloc communal. Alors que je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable envie, une véritable appétence, parce que ça correspond aussi aux attentes des citoyens. Deuxième chose, c'est la question des règles d'urbanisme. Selon que les règles d'urbanisme soient communales ou aient été transférées, ce qu'on retrouve dans les grands EPT ou les métropoles, avec dans un certain nombre de cas des décalages entre la vision de l'EPT ou de la commune, on peut être sur des situations assez compliquées, assez bloquantes. J'ai tendance à penser que l'échelon de base, c'est la commune et qu'en bout de course, on doit avancer en fonction de la commune. Mais on se rend compte qu'on peut avoir, dans un certain nombre de cas, des agglomérations qui ont une valeur ajoutée, qui fonctionnent bien. Et j'en citerai pas ici, c'est pas l'objet, mais dans un certain nombre d'autres cas, des agglomérations qui ont été faites de force, qui se relèvent de mariages forcés. Et les mariages forcés, dans les collectivités comme dans la vie civile, en général, ça vit pas forcément très très bien. Et puis, troisième chose qui est un vrai sujet, c'est la question de la cohérence, de la coordination et des pouvoirs de police. On parlait tout à l'heure de la ZFE. La réalité de la ZFE aujourd'hui, c'est qu'il faut quasiment que chaque commune individuellement décide de la mettre en place. Donc, on aurait pour le coup de ce type, si on voulait pouvoir avancer beaucoup plus vite, pouvoir avoir intérêt à avoir des possibilités de substitution ou de complémentarité. Et quand on parle de cohérence également, on a, et c'est une vraie question qu'on peut se poser d'ailleurs dans le cadre de la loi 3D, hein, dont je crois que janvier une présentation de faite au Conseil des ministres, c'est la question de penser les transports dans leur globalité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On l'a au travers d'IDFM sur les transports en commun, mais on va absolument pas penser la question du transport routier, la question de décisions qui sont prises par telle ou telle commune. On peut parler de la ZFE, mais on peut parler de fermeture de voiries qui ont des conséquences en cascade, bonnes ou mauvaises, c'est pas le sujet, sur d'autres territoires. Et donc, je pense que le troisième sujet pour les communes, hormis le financement, hormis le droit du sol et de l'urbanisme, c'est véritablement comment est-ce qu'on arrive à avoir un échelon de coordination des décisions de police et de voirie et d'usage de la circulation. D'accord. Merci pour ces précisions. Guy Lebras, je voudrais terminer cette première table ronde avec vous. Les AOM, donc les autorités organisatrices de la mobilité, sont par définition concernées évidemment par la transition énergétique des transports routiers de personnes, puisqu'elles opèrent dans, je crois, un peu plus de 200 villes en France. Comment est-ce que le GART s'est emparé de ces sujets vis-à-vis des collectivités adhérentes ? Alors, bien évidemment, nous avons d'abord été des acteurs, si je puis dire, dans les assises de la mobilité durable qui ont précédé la loi d'orientation des mobilités. Nous sommes intervenus tout au long, effectivement, du processus législatif pour apporter notre expertise et notre compétence pour faire en sorte que cette loi soit au plus près des intérêts des collectivités locales et des autorités organisatrices de la mobilité.
Bon, sur les ZFE, on a été évidemment extrêmement heureux qu'elles puissent être mises en œuvre. On a regretté malgré tout que les conditions de vérification en fait de ces ZFE soient pas assez finalement intenses, puisque je rappelle qu'il y a qu'une petite proportion en fait du trafic routier qui pourra être effectivement contrôlé, c'est-à-dire que même si on a des caméras un peu partout, elles ne pourront pas fonctionner à 100% du temps. Ça, c'est une question qui malheureusement s'est imposée aux législateurs par rapport à la loi informatique et liberté et à la CNIL. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a eu quelques regrets, mais maintenant, bien évidemment, nous considérons que ces ZFE sont quelque chose d'important et nous allons accompagner nos adhérents dans leur mise en œuvre et les aider à faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La transition énergétique qui nous concerne le plus, bien évidemment, c'est celle des réseaux de transport urbain et interurbain. Et là, on peut dire qu'il y a quand même un très gros travail qui est fait par les autorités organisatrices de la mobilité, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional. Et de ce point de vue-là, il y a même une certaine avance, je dirais, par rapport au trafic routier général. Donc, de ce point de vue-là, on va continuer sur ce chemin et on sera des accompagnateurs importants à côté de nos adhérents. Bien, très bien. Je voudrais vous remercier déjà pour cette première table ronde. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur ce deuxième volet, qui est le volet des plans de relance. Quelles innovations donc pour construire la mobilité durable en Île-de-France? Damien Pichereau, vous travaillez également sur la cohérence des politiques publiques avec l'Europe. On pense naturellement au Green Deal. Au sein du groupe d'études véhicules terrestres à l'Assemblée nationale, comment imaginez-vous l'articulation justement entre ce Green Deal qui se propose de décarboner donc les transports à l'horizon 2050 et puis les actions menées en France pour préparer l'avenir des transports routiers? Oui, merci. Alors déjà, la première chose que je pourrais dire au niveau de l'Europe, et c'est un terme qu'on pourrait utiliser sur beaucoup de sujets, c'est l'harmonisation. On a là aussi un besoin d'harmonisation, notamment au niveau du système de financement de notre transport en commun. Aujourd'hui, la spécificité française du versement mobilité, c'est par essence une spécificité. On n'a pas la même chose ailleurs en Europe, même si je parle sous le contrôle de M. Lebras, mais je crois qu'il y a des réflexions actuellement dans certains pays lettons. Je crois que c'est la Suède ou la Norvège qui réfléchit à adopter un système un peu similaire. Or, le fait qu'on n'ait pas justement cette harmonisation fait que dans ces temps de crise, comme ce qu'on connaît, ce qu'on a connu et ce qu'on connaît encore, où les collectivités perdent énormément de sous, que ce soit sur les recettes tarifaires, que ce soit sur le versement mobilité, on a vraiment des pertes qui sont abyssales aujourd'hui au niveau du transport. L'Europe ne peut pas compenser parce qu'on n'a pas le même système partout. Donc je pense qu'on a un vrai travail à faire là-dessus car le Green Deal, je le soutiens totalement, je pense que c'est une très bonne chose, c'est là pour financer avant tout de l'investissement. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que pour décarboner le transport, on aura aussi besoin de ce qu'on a déjà qui marche bien et ça s'appelle le transport en commun. Et qu'on a besoin de continuer à investir aussi dans ces transports en commun. Et pour pouvoir investir dans ces transports en commun, il va falloir qu'il y ait des recettes qui soient là derrière et que les pertes de recettes, notamment dues à la Covid-19, puissent être compensées intégralement ou quasi intégralement. Donc l'Europe aurait pu être là, elle n'a pas été, donc le gouvernement, je pense, a fait le travail et est en train encore de faire le travail pour compenser une majeure partie des pertes de recettes tarifaires et de versement mobilité pour le transport en commun. Au-delà de ça, je leur dis qui est très très bien et ça doit amener aussi à avoir plus de coopération. Je pense là évidemment à l'hydrogène. On a eu la possibilité, on a créé quelque chose et on est encore en train de l'améliorer sur l'Airbus des batteries, qui a permis vraiment une coopération des différents pays européens pour arriver à cet objectif de créer une batterie, des usines européennes et des batteries européennes capables de rivaliser avec les batteries asiatiques. On doit avoir la même chose sur l'hydrogène assez rapidement. Donc on doit réellement coopérer sur comment on produit l'hydrogène, quels produits aussi derrière, quels véhicules on met sur le marché, comment on mutualise nos technologies pour pouvoir créer des leaders européens sur cette technologie. Et je pense que c'est le rôle là du Green Deal.
Oui, tout à fait. Monsieur le vice-président, justement, comment est-ce que une région comme la région Île-de-France particulièrement, peut-elle articuler son plan de relance avec les annonces qui peuvent être les annonces gouvernementales, bien entendu, mais aussi les annonces européennes? Oui, bon, si vous voulez, nous on a là-dessus deux sujets. Un, on a un investissement extrêmement fort. On a eu la possibilité et le choix de désendetter la région sur les 4 dernières années, ce qui a nous redonner une capacité d'investissement, et on a souhaité enclencher dès le mois de juin dernier un plan de relance régional d'1,4 milliard portant sur les principaux axes, parachute économique, aide aux entreprises d'une part, où on est en articulation complète avec l'État au travers des différents dispositifs déclinés, bien évidemment, le volet environnemental qui est pour nous un point extrêmement important de nos plans de relance, et puis également l'accompagnement social, l'accompagnement sanitaire au sens large. Alors, sur ces sujets, nous sommes généralement amenés à essayer d'avoir des solutions intelligentes, d'essayer d'avoir des logiques de guichet commun autant qu'on peut l'avoir. Par exemple, ce qu'on a fait dans le cadre du Fonds Résilience, où on a, au-delà du travail porté avec l'État et le préfet de région et ses structures déconcentrées, était amené à emmener avec nous toutes les intercommunalités, c'est-à-dire que ce fonds a été signé et abondé par l'intégralité des agglomérations franciliennes pour venir soutenir les entreprises, essayer de ramener de la trésorerie et de limiter la casse. Donc on a ce volet qui est extrêmement important. Il y a aujourd'hui un deuxième point qui est ouvert, mais où pour le coup, j'avoue qu'on commence à voir les lettres de cadrage qui ont été données et on a potentiellement un peu moins de visibilité, qui est le CPER, puisqu'on arrive au terme du CPER et donc le contrat de plan de la région par rapport aux investissements, par rapport à un certain nombre d'opérations de fonctionnement. Quand on parle de la lutte contre le bruit, le CPER peut intégrer les tarifs et les financements de ce type. Ça fait partie des éléments de coordination et actuellement nous travaillons à un deuxième volet du plan de relance avec vraiment deux piliers pour nous majeurs, le pilier économique à proprement parler et puis le volet relance verte, parce qu'on considère que ça fait partie des sujets majeurs, particulièrement dans une région dense, dans une région polluée, dans une région saturée en termes de transport et qui doit faire face à des problématiques de réaménagement urbain extrêmement lourds. Guy Lebras, la crise du Covid a particulièrement sollicité les AOM qui ont souffert de cette crise, bien évidemment, puisqu'il y avait moins de transport, quasiment plus de transport d'ailleurs, de voyageurs, j'entends, durant le confinement. Comment est-ce que les élus en charge des transports peuvent faire de la transition énergétique un atout, si vous voulez, pour l'avenir des concitoyens? Est-ce que c'est quelque chose qui est audible ou est-ce qu'on aura une vraie difficulté? Bon, je vais être un petit peu empêcheur de tourner en rond à ce niveau-là. On est sur une véritable difficulté à l'heure qu'il est. Lors de notre Assemblée générale, nous avons eu un certain nombre de collectivités qui nous ont manifesté la difficulté qu'elles vont avoir à poursuivre les programmes de transition énergétique. Je pense notamment, par exemple, à tous les programmes qui sont sur l'hydrogène, qui sont liés à des investissements quand même assez onéreux, dans un contexte où nous avons constaté en fait une baisse de l'ordre. Alors pour le moment, la baisse sur les recettes de versement mobilité est de l'ordre de 8% au niveau national et de l'ordre de 30-35% au niveau des recettes commerciales. Je crois pas. Comment ? Non, on vous entend. Oui, donc on a effectivement un impact qui est de l'ordre de 800 millions d'euros qui est très important. Alors, par rapport à ça, un dispositif avait été voté lors du PLFR 3, mais il est inefficient, puisque au lieu de 12 000 collectivités qui en profiteraient, il n'y en aura finalement que 1 200. Et pour ce qui est des transports, seuls les syndicats mixtes
de transport vont pouvoir avoir une compensation en subvention, en quelque sorte, de leur perte de versement mobilité. Excusez-moi. Et pour ce qui est du PLFR 4, il y a bien 750 millions d'euros qui sont inscrits au PLFR 4, mais sur ces 750 millions d'euros, ce n'est que de l'avance remboursable. Et bien évidemment, pour compenser des pertes de versement mobilité, c'est quand même assez choquant, si je puis dire, qu'on nous propose des avances remboursables. Surtout que Île-de-France Mobilité aura, elle, une compensation à 90% de la perte de son versement mobilité en subvention. Donc, dans ce contexte-là, le dispositif doit encore être amélioré et je dois dire que je ne voudrais pas que mes propos soient considérés comme une opinion définitive parce que nous continuons à discuter avec le gouvernement et j'étais encore cet après-midi avec le pôle transport de Matignon à discuter de ces sujets-là. Donc, les choses peuvent encore évoluer, notamment au niveau du PLF 2021, puisque maintenant la FR4 va être voté ou est déjà voté au Sénat. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, la transition écologique, ça va se heurter, si je puis dire, à la réalité du fait que nous avons besoin de remettre en place un service de mobilité le plus complet possible, parce qu'on voit bien que quand on déconfine, eh ben, on remonte très rapidement quand même dans les fréquentations. Hein. On avait juste avant le reconfinement, on était quand même à une fréquentation qui était de l'ordre de 80% en moyenne, 90% pour la province, 70% pour Île-de-France. Donc, bien évidemment, il faut qu'on maintienne l'offre. Et pour maintenir l'offre, eh bien, il faut qu'on ait des finances qui soient saines. Moi, j'ai un de mes adhérents qui me disait qu'il allait lui manquer 10 millions d'euros pour terminer l'année. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, on attend des réponses très concrètes de la part de l'État. Et si ces réponses arrivent et qu'elles sont à un niveau satisfaisant, eh bien là, effectivement, vous trouverez les collectivités qui répondront présents à la transition énergétique. Si les réponses sont insuffisantes, il risque d'y avoir peut-être des baisses d'offres, mais ça n'est pas souhaitable. On veut maintenir la distanciation sociale, et sans doute peut-être un phasage un petit peu moins dynamique des investissements et donc de la problématique de la transition énergétique. Donc de ce point de vue-là, bien évidemment, tout est lié et en tant que association représentant les autorités organisatrices de la mobilité, évidemment, nous sommes obligés de parler des finances, ce qui n'est pas forcément très agréable, mais qui, dans cette période-là, évidemment, est un élément absolument fondamental. C'est ça. Alors, même si ce n'est pas très agréable d'en parler, le vice-président, est-ce qu'on peut espérer des incitations financières à venir? On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de celles existantes, mais des incitations financières à venir en direction des transporteurs, que ce soit des transporteurs marchandises ou voyageurs, bien entendu, pour les inciter à accélérer la transition énergétique de leur parcours roulant, parce qu'on a vu que c'est ça la question fondamentale. Par exemple, vous avez vu les courbes tout à l'heure des pollutions Euro 6, quand on voit le parc résiduel Euro 4, Euro 5, Euro 4 et antérieur, la vraie question, elle est là. Oui, alors là-dessus, nous, on a mis en place au titre de la compétence en matière de développement économique de la région depuis maintenant 3 ans des aides à la transition des flottes automobiles des entreprises vers des véhicules propres. On a ouvert ces aides au transport pour autrui il y a de cela quelques mois. On est sur des aides pouvant aller jusqu'à 9 000 € pour acquérir des véhicules propres. On a un plafond d'intervention qui est lié à la taille de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 50 salariés ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On autorise jusqu'à 5 véhicules par entreprise sur ce sujet et on est sur des investissements extrêmement élevés puisque en un peu plus de 2 ans, on va être passé de 2 millions au budget 2019 à 19 millions qui seront présentés sur le budget 2021. Donc, on voit effectivement l'appel d'air là-dessus et l'accélération des ZFE est aussi une question de
d'obligation, voire de survie pour ces entreprises de pouvoir adapter leur parc. Parce que ce qui est une très bonne chose en matière de santé, en matière de prévention, en matière de lutte contre la pollution, ça génère et ça induit aussi pour un certain nombre d'entreprises des coûts, des surcoûts, des besoins d'adaptation. Donc je crois que c'est quelque chose d'important, oui. Oui, tout à fait. Alors justement, Madame la députée, Guy Lebras faisait référence tout à l'heure au PLFR 4. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme sujet qui pourrait être poussé par l'exécutif pour favoriser justement cette transition énergétique? Alors, le PLFR 4 n'est pas le plan de relance qui fait partie. Le plan de relance est dans le budget 2021. Donc, le projet de loi de finances, le PLFR 4, au même titre que les trois précédents, relève de mesures de soutien et donc comprend de nouvelles mesures de soutien en direction des transports et notamment des transports publics. Maintenant, j'entends parfaitement ce qu'a indiqué M. Lebras tout à l'heure. La situation, elle est très très compliquée pour nos transports publics. Et clairement, on va se heurter. Alors, nul ne sait jusqu'à quand durera cette situation, ce confinement, cette baisse de fréquentation. Mais clairement, c'est le modèle même, si vous voulez, des transports en commun qui est aujourd'hui remis en question. Donc, dans tous les cas, nous aurons à revenir sur le sujet au-delà de ce PLFR 4, car la situation est telle, et au-delà d'Île-de-France Mobilité. Ça concerne évidemment d'autres autorités organisatrices de mobilité. L'équation est très très compliquée. Voilà, donc ce PLFR 4, j'insiste, n'est pas un plan de relance. Le plan de relance, lui, prévoit plusieurs milliards d'euros pour relancer les transports et insister encore sur cette transition écologique à laquelle, je le crois, il ne faut pas renoncer, même si cette crise, évidemment, affecte profondément et durablement tout le secteur des transports et notamment les transports publics. On se doit, en tant que politique, en tant que responsable public, de fixer aussi une trajectoire et d'emmener, même si c'est compliqué de se projeter, eh bien d'emmener les acteurs, l'ensemble des acteurs des transports vers un avenir à moyen terme, en tout cas, qui doit être porteur d'innovation et environnementalement parlant, plus vertueux. Voilà, donc et d'un point de vue économique, c'est un pari gagnant-gagnant parce qu'évidemment, ce pari de l'innovation et ce pari de l'écologie sera vecteur de croissance demain, même si évidemment ce demain est compliqué à appréhender aujourd'hui pour tous les acteurs. Bien sûr. Monsieur le député, au sein de la commission développement durable à l'Assemblée nationale, on s'imagine bien qu'il y a un lien très étroit qui s'établit entre, d'un côté, le déploiement des énergies renouvelables et puis la mobilité. Est-ce que vous avez il y a un accompagnement? Est-ce que vous avez des remarques à faire ou des éléments à nous apporter dans ce domaine? Les deux sont liés, globalement, entre énergie renouvelable et les mobilités douces. On ne va pas récapituler tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a pu dire depuis le début de cette conférence avec ma collègue Lauriane. L'idée, selon moi, c'est qu'on puisse apporter un soutien qui permette d'avoir finalement un TCO qui soit proportionnel aux émissions de CO2 et de polluants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des véhicules qui polluent, qui émettent beaucoup de polluants, on ne va pas hésiter. C'est ce qu'on a fait quand on fait le malus, quand on a pu, en début de mandat, même si depuis on a stoppé la trajectoire pour des raisons qu'on connaît tous, augmenter la TICPE. L'objectif, c'était d'augmenter le TCO de ces véhicules qui polluent le plus. Parallèlement à ça, on va diminuer le TCO des véhicules qui polluent le moins. C'est le cas de l'électrique avec toutes les aides qu'on met en place pour ces véhicules-là. On a également certains avantages sur l'éthanol, certains avantages sur le bio-GNV et sur le GNV qui vont permettre d'avoir un TCO qui soit beaucoup plus bas. Donc, c'est là-dessus qu'on doit continuer et je dirais que c'est vraiment une force pour notre économie. Cette mobilité durable, si on part du principe qu'elle est directement liée aux énergies renouvelables, ça veut dire qu'elle va s'opposer directement aux énergies fossiles, qu'elle va s'opposer directement au pétrole. Et donc, que cette mobilité durable, c'est ce qui va nous permettre aussi d'atteindre une forme de souveraineté énergétique et d'indépendance énergétique. Je rappelle quand même le contexte mondial. On a aujourd'hui un prix du baril qui est quand même relativement faible, qui est plutôt un frein d'ailleurs pour le développement des énergies renouvelables, mais ça ne va pas durer. On a une organisation qui s'appelle l'OPEP, qui, je pense, dans les semaines et dans les mois à venir, va prendre quelques décisions pour que ce prix du baril il augmente, car leur économie, elle repose là-dessus. Donc, d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue économique, on a tout intérêt, et encore plus maintenant, à accélérer pour aller vers ces énergies renouvelables.
Très bien. Écoutez, je vous remercie, vous quatre, de nous avoir apporté tous ces éléments, d'avoir contribué justement à nous donner un éclairage particulier sur ces domaines qui sont des domaines bien évidemment d'actualité. Est-ce que je peux vous proposer un petit tour de table pour juste un mot de conclusion à l'adresse, par exemple, des transporteurs, à l'adresse des citoyens que nous sommes, quant à cette transition énergétique. Guy Lebras, ça tombe bien. Est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire, quelques mots de conclusion sur ces deux tables rondes? Ben, moi, c'est un peu ce que je disais lors des rives ce matin. Je crois que ces problématiques, elles ne vont bien être prises en compte à partir du moment où il y aura véritablement la conscience au niveau du pays que c'est absolument prioritaire et que, bien évidemment, ça sera considéré au même niveau que les politiques régaliennes de l'État en ce qui concerne l'intervention effectivement publique. Et donc, de ce point de vue-là, de faire en sorte que les transports soient considérés comme quelque chose qui fait partie des priorités et non pas simplement de l'intendance. De ce point de vue-là, il y a des progrès puisqu'on a la LOM, puisqu'on a un ministre de plein exercice pour les transports en général, ce qui n'était pas le cas dans des gouvernements antérieurs, mais on reste quand même, si je puis dire, encore dans quelque chose qui reste subsidiaire dans l'analyse des politiques publiques. On le voit bien quand on ne traite pas, par exemple, les pertes de versement mobilité de manière indépendante des autres recettes fiscales des collectivités. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que la thématique de la mobilité en général et en particulier de la transition énergétique soit véritablement en tête de liste des priorités des décideurs publics. Alors, c'est déjà beaucoup le cas au niveau local avec les régions et les collectivités agglo-métropoles. Il faudrait que ça le soit encore plus au niveau national et que nous ne soyons pas victimes régulièrement d'arbitrages qui sont des arbitrages pas super favorables à notre secteur en ce qui concerne les finances et notamment à Bercy. Moi, je rappelle que dès le début de la crise, les Allemands ont mis 5 milliards d'euros entre les lenders et l'État fédéral au bénéfice des autorités organisatrices de la mobilité allemande et qu'aux Pays-Bas, c'est 1,5 milliard d'euros qui ont été mis sur la table. Donc, de ce point de vue-là, on fait de très bonnes choses en France. Il y a une très bonne prise en compte des conséquences de la crise, mais on pourrait faire encore mieux. Et donc, j'appelle à ce qu'effectivement, il y ait une priorisation de notre thématique à tous les niveaux. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le premier vice-président, avec un mot de conclusion, peut-être? Oui, très rapidement. Bon, moi, je souscris intégralement à ce que vient de dire Guy Lebras parce que c'est un vrai sujet. Sur IDFM, en tout cas pour la première vague de confinement, un accord a été trouvé avec le gouvernement, mais la situation peut être plus compliquée dans un certain nombre d'agglomérations ou de villes de province où il y a des vrais sujets dessus. Donc ça, je crois que c'est un point. Et le deuxième point qui est beaucoup plus général, moi je crois quand on parle d'environnement en général, quand on parle de mobilité durable, c'est jusqu'où on estime que c'est une priorité politique et jusqu'où on estime qu'une priorité politique doit aller au-delà d'une priorité purement budgétaire. Je pense que un certain nombre de secteurs, si on les estime prioritaires, doivent faire l'objet d'un volontarisme politique extrêmement fort. Moi, il y a un véritable sujet aujourd'hui, indépendamment du renflouement des autorités de transport, qui, je pense, se finira par se caler et se faire, parce que personne ne peut se permettre de prendre des années de retard sur ce sujet et de casser le système. Mais il y a un véritable sujet qui est celui de la limitation des dépenses des collectivités, pas des déficits, des dépenses. C'est ce qu'on a appelé la règle d'or ou le pacte de Cahors. Voilà. Et si on considère aujourd'hui que la question environnementale est une priorité, moi je pense que les dépenses nouvelles en matière environnementale doivent pouvoir être sorties de ce qui est aujourd'hui une limitation des dépenses des collectivités. Ce qui paraît logique. Merci beaucoup pour votre mot de conclusion. Monsieur le député, je vous laisse
le soin de conclure ces deux tables rondes. C'est toujours le plus difficile hein, de conclure, surtout à cette heure-là où les gens commencent à ressentir une certaine faim. Bon, je serai bref. Bon, effectivement, il y a la question du financement des autorités organisatrices de mobilité et de la compensation des pertes de versement mobilité et de recettes tarifaires. Ce que je dirais simplement par rapport à l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est qu'on a aussi des modes de financement qui ne sont pas les mêmes, avec un autre financement qui repose aussi sur la participation des entreprises et du privé. Et c'est aussi pour ça qu'on aide énormément le privé à traverser cette crise. Et là, je pense que sur les entreprises, on a plutôt répondu présent. Personne ne dira le contraire. Ça n'empêche pas qu'il y a besoin de retravailler effectivement cette question de la compensation, et notamment effectivement pour des AOM rurales, ou en tout cas en dehors de l'Île-de-France, et on avait eu l'occasion d'en discuter avec M. Evras, puisque je suis aussi rapporteur pour avis sur le budget transport. Je crois qu'on a juste oublié peut-être un point qui est pourtant crucial et qui est vraiment central, et moi en tant qu'ancien commercial dans l'automobile, je tiens à le mettre en avant, c'est quand même le consommateur. Vous pouvez avoir, on parle beaucoup de volonté politique, vous pouvez avoir toute la volonté politique que vous voulez, toute la bonne volonté que vous voulez pour la mobilité durable, etc., etc. Si vous n'arrivez pas à embarquer les entreprises et les consommateurs, vous n'y arriverez jamais. Vous auriez pu donner, je pense, il y a 10 ans, 15 000 euros pour acquérir un véhicule électrique aux gens. Les gens n'avaient pas forcément envie d'y aller. Il n'y aurait pas été. Aujourd'hui, on a une vraie bascule, et c'est ça qui est très intéressant, une vraie bascule dans le comportement de nos concitoyens et dans le comportement aussi d'ailleurs des entreprises. Ils veulent y aller, ils ont compris l'intérêt, ils veulent aller vers une mobilité qui soit plus durable. On le voit sur le véhicule particulier, je rappelle que le véhicule électrique, c'est plus de 106% en septembre 2020 par rapport à septembre 2019, et c'est près de 9% de part de marché. C'est des chiffres qui sont assez exceptionnels et qu'on a connus durant tout l'été, donc c'est une tendance qui est assez durable pour l'instant. Le vélo, on le voit bien, ça rentre de plus en plus dans la tête des gens, ça se développe de plus en plus. Donc il y a un vrai shift comportemental qui est là. Donc aujourd'hui, au-delà de la volonté politique qu'il y a, c'est surtout la volonté d'accompagner ce changement comportemental. Et ça se fera avec l'État, les collectivités territoriales. Et je suis ravi de voir qu'on va tous dans le même sens. Et je suis assez convaincu qu'on va réussir à atteindre, alors je l'espère, ces objectifs, mais en tout cas à réduire significativement nos émissions de polluants et nos émissions de CO2. Alors, je n'aurais jamais rêvé une meilleure transition par rapport au sujet qui va suivre. Je suis complètement en phase avec vous. Dans notre domaine, qui est celui des véhicules industriels, le premier véhicule à énergie alternative que nous avons vendu, c'était en juillet 2014. Aujourd'hui, il représente 11% du volume des véhicules que nous vendons. Et au niveau des bus urbains, c'est plus de 90 voire 100% des véhicules que nous vendons aujourd'hui sont des véhicules à énergie alternative. Lauriane Rossi nous a quittés. Je voudrais très chaleureusement vous remercier tous les quatre, Jean-Philippe Dubois-Clément, Guy Lebras, vous, Damien Pichereau, et puis bien sûr Lauriane Rossi pour l'apport et l'amitié. Je vous présente donc Abdelmeni, qui est chef de région Solutions Alternatives chez Scania, et Louison Guinfolo, qui est ingénieur des ventes autocars et autobus, qui nous ont rejoints. Et je vais laisser donc à l'un et à l'autre la maîtrise de la présentation pour vous donner une vue assez générale mais complète des solutions alternatives que Scania propose aujourd'hui à la fois dans le domaine des cars et bus et à la fois dans le domaine des camions. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Donc, effectivement, mon confrère, donc, Louison et moi-même, allons procéder à un développement de toutes les solutions alternatives que nous avons chez Scania. Et il faut bien savoir qu'on en a pas mal. Alors, je vais laisser Louison donc, intervenir pour le gaz naturel et je reprendrai la main par la suite pour d'autres solutions. Merci Abdé. Donc pour commencer, on va vous présenter le gaz naturel comprimé, déjà bien abordé en première partie. C'est un gaz naturel compressé. Il peut être issu de deux manières, soit de manière fossile, soit par méthanisation. On appelle à ce moment-là le biogaz. Donc
Le issu de fossiles, c'est une réduction de moins 15% de CO2 comparé au diesel standard. Et pour le biogaz, c'est une réduction de moins 90%. Les configurations de moteurs qui sont disponibles avec cette énergie sont pour le camion en 9 litres, le 280 chevaux et le 340 chevaux, et pour le 13 litres, le 410 chevaux. Pour les carrébus, les moteurs disponibles sont que du 9 litres en 280 chevaux et 320 chevaux. Ensuite, pour les configurations d'essieux, les configurations camion en tracteur, il y a le 4.2 qui est disponible. Et pour le porteur, il y a le 4.2, le 6.2, le 6.2 étoile 4, le 6.4, le 8.4 étoile 4 et le 8.2 étoile 6. Pour les configurations carrébus, l'urbain, l'interurbain et les longues distances sont disponibles en GNC. Sur cette slide, on peut voir quelques exemples de camions et de carrébus qui ont été faits avec cette énergie. Donc, en haut à gauche, c'est un fourgon, au centre, un malaxeur, et à droite, un camion benne à ordures ménagères. En partie basse, on peut voir un standard, un autobus standard pour Grenoble, et à droite, un articulé pour Colmar. Je laisse Abdé présenter le GNL. Alors, effectivement, le gaz naturel liquéfié, donc qu'on appelle le GNL. Donc, c'est le même gaz que le GNC, hein, sauf qu'il est transformé. Il est transformé donc à l'état liquide. Donc, pour pouvoir le transformer à l'état liquide, il faut le maintenir entre moins 130 et moins 160 degrés. Donc, c'est un gaz qui provient des usines cryogéniques. Hein, donc, voilà. Au niveau de la motorisation gaz GNL donc en camion, nous avons deux motorisations de 9 litres, donc 280 chevaux et 340 chevaux, donc en 5 cylindres, et un moteur 6 cylindres, 13 litres à 410 chevaux. Donc pour le gaz, il faut bien savoir que le GNL, il est transformé. Pourquoi? C'est pour avoir de l'autonomie, donc pour avoir plus de gaz dans les réservoirs. Donc quand on le transforme à l'état liquide, il occupe 600 fois moins de son volume normal et 60% de moins que le comprimé. Donc c'est pour ça que ce gaz, c'est vraiment un gaz pour des solutions de transport longue distance. Donc en spécification GNL, donc toutes les configurations de camions sont donc en tracteur, bon, un plus que le GNC, hein, donc le 6.2, en porteur 4.2, 6.2 et 6.2 étoile 4. Donc là, les exemples d'applications, donc deux porteurs, hein, donc un frigorifique et un fourgon simple, et en tracteur. Donc en carrébus, pardon, c'est plus pour la longue distance. Voilà, slide suivante. Alors, on va passer au bioéthanol. Donc, qu'est-ce que le bioéthanol? Donc, c'est une solution aussi bio. Hein, donc, deux façons en France de faire de l'éthanol. Donc, le premier fournisseur de bioéthanol qui est Tereos, qui arrive à faire de l'éthanol avec de la mélasse de betterave. Et le deuxième qui s'appelle Resinor, qui arrive à faire ça avec du marc de raisin. Pardon. Donc, le bioéthanol, nous qu'on appelle l'ED95, surtout à ne pas confondre avec le 85. Donc, 95, c'est 95% d'éthanol et 5% de dénaturant. Donc, le 85 hein, qu'on retrouve dans nos stations, c'est 85% d'éthanol et 15% d'essence. Donc, il n'est pas du tout compatible avec nos moteurs. Donc là, notre moteur bioéthanol ED95, hein, on en a un seul, le 410 chevaux, 13 litres, 6 cylindres. Et là, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est qu'à 2150 Nm, on ne perd vraiment pas de couple par rapport au véhicule diesel. Autre avantage du bioéthanol, hein, il est critérien. Donc vraiment, c'est très propre parce qu'on arrive à réduire notre CO2 de 90%. Donc c'est vraiment une solution qui existe pour le camion. Tout à l'heure, on parlait beaucoup du gaz. Donc le gaz, c'est une solution, mais l'éthanol en est une deuxième. Les spécifications de l'ED95. Donc en tracteur, bon, le gros avantage de l'éthanol, c'est qu'on peut faire pratiquement toutes les spécifications. Donc toute configuration de camion est possible avec l'éthanol. Donc le seul inconvénient de l'éthanol, hein, c'est vraiment vous n'avez pas de distribution en station. Donc l'exemple d'application, là, donc j'aurais pu vous en mettre beaucoup plus d'autres, mais là on peut pratiquement tout faire. Donc là vous avez un G410 8.4 Biben, excusez-moi. Il y a même un malaxeur et des tracteurs. Donc aucun problème.
on peut tout faire. Donc, je vais laisser mon collègue parler du biodiesel, le B100. Donc, ce qu'on peut dire tout d'abord pour le B100, c'est que dans notre large gamme de solutions alternatives, nous avons également la plus large proposition de moteurs compatibles B100. Tous nos moteurs sont compatibles avec cette énergie. Il permet une réduction de CO2 de moins 60% et d'avoir la vignette critère 2 tant que la réversibilité moteur diesel n'est pas possible. Si je parcours les moteurs, donc pour le camion en 7 litres, nous avons le 250 et le 280 chevaux. Pour le 9 litres, nous avons le 320 et le 360 chevaux. Pour le 13 litres, nous avons 410 et 450 chevaux. Et nous avons même le 16 litres, 590 chevaux. Donc on peut rouler en V8 au vert. Pour les carrébus, on a en 9 litres le 320 et le 360 chevaux. Et en 13 litres, le 410 et 450 chevaux. Pour les configurations, ici, c'est simple. Toutes les configurations sont possibles B100. Quelques applications. On peut voir en haut à droite notre V8 roulant au B100 et un véhicule livré à Rouen dernièrement pour le bus. Je vais laisser la parole à Abdelmani pour présenter le HVO. Alors, XTL HVO, donc c'est un carburant, c'est un diesel de synthèse. Plusieurs solutions pour faire ce diesel de synthèse, des graisses animales, graisses végétales, des huiles, beaucoup d'huile. Donc là, le gros avantage de ce XTL, qu'on appelle aussi HVO, c'est que, alors, slide suivante, voilà, c'est que toutes nos configurations camions comme le carrébus, on peut rouler avec du XTL HVO. Mais par contre, il faut vraiment être sûr de la provenance de ce XTL HVO parce qu'on peut avoir des provenances comme des huiles de palme. Et là, les moins 90% de réduction de CO2, nous ne les avons plus du tout. Alors, ce carburant bénéficie donc de la vignette critère 2. Pourquoi? Alors, le même problème que le B100, donc toujours pas de solution d'irréversibilité. Donc, tant qu'on peut rouler aussi au diesel avec ce véhicule-là, on restera en critère 2. Alors, quelques exemples d'applications. Donc là, comme tout à l'heure, je vous mets des exemples, mais j'aurais pu mettre tous les carrébus parce que on peut rouler avec l'XTL sans modification sur les camions diesel existants. Donc, on va passer à l'électrique. L'électrique, donc le 16 septembre, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons lancé donc la gamme électrique et nous vous proposons 2 modèles. Un porteur hybride rechargeable, donc PHEV, donc avec un plugin, et un porteur 100% électrique avec batterie BEV, qu'on appelle. J'en profite aussi là pour vous parler du partenariat entre Scania NG et sa filiale F-Box. Donc Scania NG et sa filiale F-Box Group unissent leurs forces pour ouvrir aux transporteurs une solution d'immobilité personnalisée et complète. Donc tout ça pour offrir aux utilisateurs, transporteurs, une solution d'immobilité personnalisée et complète qui comprendra donc bien sûr la recharge avant tout, l'alimentation surtout avec NG, tout le matériel, les logiciels, l'installation, la maintenance et bien d'autres services. Vraiment une offre complète. Alors, donc pour les camions, on va commencer par le PHEV, donc le plugin, l'hybride plugin, pardon. Il est équipé de moteurs 9 litres, donc 2 moteurs, 2 solutions, donc un 280 et un 360 chevaux, associés à un moteur électrique de 130 kW et de 3 batteries de 30 kWh chacune. Donc avec ceci, on va pouvoir avoir une autonomie jusqu'à 60 km/h. Donc ça, c'est vraiment une solution pour la transition vers le 100% électrique. Donc vraiment intéressante parce qu'on peut arriver dans les villes, si nous n'avons pas de contraintes, arriver en diesel, biodiesel, voire XTL avec certaines motorisations. Et dès qu'on arrive dans les zones, les ZFE, passer en tout électrique. Alors, la deuxième solution, donc le BEV, le 100% électrique pour le BEV, il est équipé donc, de packs de 5 ou voire de 9 batteries, avec une capacité de 165 pour les 5 batteries et 300 kWh pour le 9 batteries. Un moteur de 230 kW en plus,
Donc là, avec le moteur 100% électrique, on pourra avoir une autonomie de 130 pour le pack 5 batterie et de 250 km pour le pack 9 batterie. Donc au niveau du carré-bus, donc la même chose, hein, donc batterie jusqu'à 320 kW et une autonomie donc entre 60 et 280 km. Donc là, la réduction de CO2 est très intéressante parce qu'elle est pratiquement nulle. Donc les spécifications de l'hybride, donc là en porteur, hein, comme je disais tout à l'heure, simplement porteur, donc 4.2, 6.2 ou 6.2 étoile 4. Donc en configuration car et bus, donc urbain, interurbain, donc toutes les configurations sont possibles en PHEV, en BEV. Pardon. Alors, exemple d'application, donc là, encore une fois, que des porteurs hein, pour l'instant. Et pour les carré-bus, donc un bus urbain à Rouen et un autre, le type de bus qu'on peut avoir aussi en longue distance, donc l'Interlink que nous vous présentons là. Voilà. Donc l'hydrogène, donc bon, tout à l'heure vous parliez d'hydrogène, hein, on va quand même en parler aussi. Il faut savoir que Scania, comme disait Gilles, nous sommes les leaders sur les solutions alternatives au niveau du transport. Donc il fallait bien aussi qu'on travaille sur l'hydrogène. Donc l'hydrogène, hein, nous avons commencé avec notre client et partenaire des essais sur 3 porteurs Scania, donc en Norvège, notre client qui s'appelle ASCO. Donc on lui a livré 3 porteurs Scania à pile à combustible. Donc l'hydrogène est produit là-bas donc pour ces essais-là, localement, à l'aide de cellules solaires et converti en énergie électrique, à l'aide des piles à combustible donc à bord des véhicules. Donc les camions livrés sont des 3 essieux, donc 6.2 étoile 4, avec un poids total de 27 tonnes. Dans lesquels le moteur à combustion dans la chaîne cinématique est remplacé par un moteur électrique. Donc le reste de la chaîne cinématique est composé des mêmes éléments standards que celles des camions existants, hein, donc les bus et les hybrides. Donc c'est vraiment un partenariat, c'est des essais. Maintenant, vous dire qu'on aura une solution hydrogène demain, je ne ferai que de mentir. On y travaille, espérons que ça arrive assez vite. Donc, pour ces moteurs, pour ce camion donc, qui est chez notre client, donc, comme je vous disais, un moteur électrique 290 watts, batterie lithium 56 kWh, pile à combustible, donc le modèle c'est le PFC 90 kW, pardon. Là-dessus, on a un réservoir avec une contenance de 300 kg à 350 bars, donc, et nous pouvons avoir une autonomie jusqu'à 500 km. Donc, c'est un camion qui est amené à être encore développé. Donc, on attend les résultats. Quand pourrons-nous espérer voir les premiers véhicules Scania B100 exclusifs sur le marché, c'est-à-dire des véhicules qui marchent exclusivement au B100? Autrement dit, est-ce on doit spécifier le véhicule à l'achat exclusivement en B100? Est-ce qu'on peut convertir un véhicule existant qui est diesel au B100? Est-ce qu'une fois qu'on a acheté un véhicule B100, on peut le repasser en B7 en diesel ordinaire? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, au niveau du B100, donc, toutes les solutions sont possibles. Hein. Vous pouvez commander donc, le véhicule alors, en B100, exclusivement en B100. Alors, quand je dis exclusivement, on pourra rouler aussi en diesel avec, mais il sera préparé B100. Donc là, toute la filtration sera changée pour accepter donc, le produit B100. Maintenant, si vous avez déjà des camions existants en diesel, vous pouvez rétrofiter ces camions-là, donc aucun problème. Donc, je vous demanderai de vous rapprocher de nous pour savoir quelle motorisation est homologuée, donc pour pouvoir faire ce rétrofit. Donc, nous avons des partenaires qui pourront même vous aider à cette modification. Donc, tout est possible. Donc, le réseau Scania, hein, donc on est présent partout en France avec 103 établissements, donc des privés comme des succursales. Le plus important, donc, c'est qu'il est formé aux solutions alternatives et surtout dans des bâtiments adaptés à ces solutions alternatives, parce que nous sommes obligés d'avoir des bâtiments adaptés donc aux véhicules gaz comme aux véhicules éthanol. Donc, et bien sûr aussi les magasins avec une très grande disponibilité de pièces de rechange. Donc la formation, hein, donc une offre complète de formation. Donc nous avons restructuré ces offres de formation aux différentes conduites de véhicules hein, afin d'y associer les activités liées à la connectivité. Donc très important.
Elle intègre aussi des formations à la conduite économique qui fait réduire sa consommation jusqu'à 10%. Donc, toujours intéressant. Et toute une série d'autres prestations, de l'apprentissage au perfectionnement, donc de la conduite, même les véhicules spéciaux. Donc, la formation intègre aussi est dédiée donc, aux conducteurs d'autobus et d'autocars, donc très important aussi. Donc, véhicules électriques, véhicules hybrides et Total. Donc, en 2019, nous avons dispensé 6000 jours de formation avec une équipe de 51 formateurs. Donc voilà, au niveau de la formation. Le Scania Zone. Donc Scania Zone, c'est une option qui est disponible chez nous, donc chez Scania. Hein. Donc c'est une option que nous proposons qui va permettre de paramétrer son véhicule à distance. Donc elle permet de donc, limiter déjà la vitesse et dans certaines zones ainsi que le bruit et même les émissions en passant en 100% électrique. Donc le véhicule automatiquement, vous le paramétrez sur telle zone, telle rue, je le veux qu'il passe automatiquement en 100% électrique. Donc là, on va limiter tout ça, hein, tout ce qui est bruit et tout ce qui est émission. Donc, bien entendu, hein, le conducteur a toujours le contrôle total du véhicule et peut ajuster le réglage donc, en fonction de la situation. Voilà au niveau du Scania Zone. Vous retrouverez évidemment sur les réseaux sociaux et sur internet scania.fr/FTE à la fois le replay, la synthèse, mais aussi les accès, si cela vous intéresse, sur les autres forums que nous organisons à travers la France. Votre distributeur Scania est bien entendu à votre disposition. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et on se retrouve bientôt, soit sur un autre événement, soit sur les réseaux sociaux et notre site internet. Bonne soirée, protégez-vous bien. Au revoir. Merci à tout le monde.